Bienvenue dans une histoire qui nous transporte en Angleterre, précisément à Manchester, en l'an 1997. C'est l'histoire d'une famille moyenne, les Jones, dont la vie bascula dans un cauchemar inimaginable. Cette affaire, pleine de rebondissements étranges, révèle jusqu'où la tromperie peut aller. Au cœur de cette histoire se trouve Jamie, un garçon de 8 ans. Jamie est l'enfant du milieu, vivant avec son frère aîné, John, 11 ans, sa sœur aînée, 12 ans, et un petit frère. Ses parents sont Karen et John. Ils habitaient dans un quartier réputé sûr où les voisins se connaissaient. À cette époque, il était normal pour un enfant de 8 ans comme Jamie de s'éloigner, de prendre le bus, de se promener seul, puis de rentrer à la maison. Jamie était connu pour être un enfant turbulent et plein d'aventures. Il aimait prendre le bus et explorer. Il acceptait facilement de monter avec des inconnus dans leur voiture ou d'entrer chez eux. C'était un enfant espiègle. Mais le 5 mai 1997, ce trait de caractère innocent allait devenir terrifiant. Ce jour-là, un lundi, Jamie est sorti jouer avec son frère aîné, John. Ils ont passé la journée à s'amuser, se sont arrêtés dans un supermarché pour acheter quelque chose à manger. Plus tard, ils se sont séparés et John, le frère aîné, est rentré à la maison. Mais Jamie, lui, n'est jamais rentré. Sa mère, Karen, lui demanda où était son frère. John répondit qu'ils s'étaient séparés, chacun étant parti jouer avec des amis. Karen n'était pas immédiatement alarmée car la région était considérée comme sécuritaire. Elle attendit. Jusqu'à 20h du soir. L'obscurité commençait à tomber. Jamie avait une peur bleue du noir et était censé être à la maison avant 18h. La peur commença à monter. Karen envoya sa fille aînée, âgée de 12 ans, chercher Jamie dans les rues et les ruelles. La jeune fille chercha, mais les rues étaient vides. Elle ne croisa personne qui aurait pu l'aider. L'inquiétude des parents devint insoutenable et le père, John, revint à la maison. Ils commencèrent à appeler les voisins et les amis qu'ils connaissaient, utilisant les téléphones fixes, demandant si Jamie était chez eux. Personne n'avait vu le garçon. Les parents sortirent ensemble pour marcher et fouiller le quartier et les zones voisines. Ils n'avaient pas de voiture, ils ne pouvaient se déplacer qu'à pied. Imaginez l'horreur, ils marchèrent jusqu'à minuit. Face à l'absence prolongée, ils durent accepter qu'une catastrophe était survenue. Vers 3h du matin, Karen et John prirent la décision déchirante de se rendre au poste de police. C'était la dernière chose qu'ils voulaient faire, car pour eux, signaler l'affaire aux autorités revenait à accepter que quelque chose de terrible était arrivé. La police prit les informations. La description de Jamie, ses vêtements, sa taille. Ils demandèrent des photos. Après une brève recherche initiale dans la zone, ils revinrent bredouille. Les enquêteurs commencèrent alors à interroger les parents sur le comportement de Jamie. Le père, John, donna une information cruciale. Il expliqua que Jamie était espiègle et aimait les aventures. Il révéla aussi qu'environ 3 jours avant sa disparition, il l'avait puni parce qu'il avait volé une friandise dans un supermarché. John avait trouvé le bonbon dans sa poche. Après la punition, Jamie avait dit qu'il partirait et qu'il ne le reverrait jamais. Pour la police, cette information était une piste. Ils conclurent que Jamie, avec l'esprit d'un enfant de 8 ans, avait fait une fugue après la punition. Les recherches continuèrent, axées sur les lieux où un enfant aurait pu se cacher. Parc, gare, maison abandonnée, rien. Le 2e jour, la police conseilla aux parents d'organiser une conférence de presse. Karen apparut devant les caméras, en larmes, suppliant Jamie de revenir. Elle lui promettait qu'il ne le punirait plus, qu'il l'aimait. Le père, John, lança également un appel à toute personne qui aurait pu voir son fils. Les photos de Jamie inondèrent la ville, et l'affaire devint une cause publique. Cependant, après 24 heures, puis 48 et 72 heures sans nouvelles, les pires craintes commençaient à s'installer, même si la famille refusa d'y croire. La vie des Jones s'est effondrée. Le père, John, travaillait à l'aéroport, mais il a dû démissionner. Il n'était plus capable de se concentrer car il passait tout son temps à chercher son fils dans la rue. Karen, la mère, était elle aussi obsédée par les recherches. La sœur aînée, à seulement 12 ans, a arrêté l'école pour rester à la maison et s'occuper de ses autres frères et sœurs. Chaque membre de la famille, dès le réveil, se mettait à frapper aux portes, à interroger les voisins et les amis, cherchant la moindre information. Karen parvint à obtenir un témoignage d'un voisin. Ce voisin, qui connaissait Jamie, déclara qu'il pensait l'avoir vu la nuit de la disparition, vers 23h, marchant avec un homme. Il donna des descriptions vagues, un homme blond, ni grand ni petit, ni gros ni mince. Le voisin accepta d'aller au poste de police pour témoigner.
Malgré le témoignage, les recherches intensives menées avec hélicoptères, bénévoles et chiens policiers ne donnaient rien. Au bout de quelques jours, la police annonça qu'elle fermait le dossier. Il déclara que Jamie était probablement kidnappé ou que quelqu'un l'avait tué et enterré. Il ne pouvait pas continuer à dépenser des ressources indéfiniment. La famille Jones, dévastée, refusa ces décisions et décida de poursuivre l'enquête elle-même. C'est 6 semaines après la disparition que la sœur de 12 ans, qui continuait de chercher et de questionner les chauffeurs de bus, car Jamie adorait les bus, obtint un indice décisif. Elle était montée dans le bus numéro 209. Elle demanda au chauffeur s'il avait vu Jamie. Le chauffeur, Darren, répondit qu'il l'avait vu. Il donna une description exacte des vêtements que Jamie portait, des détails que même la police n'avait pas complètement publiés. Darren expliqua qu'il avait vu Jamie monter dans le bus le jour de sa disparition, alors que la pluie commençait à tomber. Jamie lui avait montré un ticket de bus valable toute la journée. Jamie s'était assis devant la fenêtre et était resté longtemps dans le bus. Darren ajouta que plus tard, il s'était retourné et que Jamie n'était plus là. Il avait dû descendre à un arrêt sans qu'il s'en aperçoive. La sœur comprit la gravité de cette information et insista pour que Darren aille parler à ses parents avant d'aller au poste. Darren, une fois son service terminé, accompagna la jeune fille à la maison des Jones. Les parents pleins d'espoir accompagnèrent Darren au poste de police. Mais là, l'officier responsable leur assèna un coup terrible. L'affaire était classée et il refusait de la rouvrir. Il rejeta le témoignage de Darren, insistant sur le fait que l'enquête ne pouvait plus continuer. Les Jones étaient anéantis. Heureusement, 2 autres officiers présents au poste se sentirent interpellés par la situation. Ils assurèrent les parents qu'ils allaient enquêter discrètement de leur propre initiative. Ces 2 policiers se rendirent à l'arrêt du bus 209 et vérifièrent les caméras de surveillance. Les images montrèrent que Jamie était bien là, marchant vers l'arrêt, et qu'il était monté dans le bus. L'hypothèse de la fugue était écartée, Jamie n'avait pas été enlevé avant d'atteindre l'arrêt. Les vidéos furent diffusées dans la presse. L'affaire fut officiellement rouverte. Pendant ce temps, le bus driver, Darren, entra de manière étonnante dans la vie des Jones. À partir du moment où il avait rencontré les parents, Darren avait décidé de s'installer chez eux. Darren, 27 ou 28 ans, marié et père de 4 enfants, abandonna sa propre famille pour se consacrer entièrement à celle de Jamie. Il cuisinait, s'occupait des autres enfants et agissait comme s'il faisait partie de la famille. Quand Karen et John partaient à la recherche de leur fils dans d'autres villes, Darren restait à la maison pour garder les autres enfants. Son comportement était plus qu'anormal. Il se présentait aux médias, parlait au nom des parents, tenait des photos de Jamie. Les journalistes ainsi que la police trouvaient cette dévotion excessive. Comment un étranger pouvait-il abandonner sa propre vie pour s'intégrer ainsi dans une famille en détresse ? La presse publia même une photo controversée de Darren, torse nu, posant enlacé avec Karen et John, l'air confortable, comme s'ils étaient des amis de longue date. Les policiers soupçonnaient fortement Darren, mais les parents le défendaient farouchement, accusant les enquêteurs de perdre leur temps au lieu de chercher le vrai coupable. La police obtint un mandat pour fouiller la maison de Darren qu'il avait quittée et sa voiture. Ils ne trouvèrent rien. L'officier en charge, toujours convaincu de sa culpabilité, procéda à une fouille plus approfondie et découvrit une tache de sang dans la voiture. L'espoir fut vite brisé, le sang appartenait à un de ses propres fils qui s'était blessé. Darren continuait de s'exprimer dans les médias, affirmant qu'il était innocent et que son seul but était d'aider les Jones. Il était certain que Jamie était encore vivant et qu'il allait revenir. Malgré les échecs des recherches matérielles, les enquêteurs se penchèrent sur le passé de Darren. Ils apprirent qu'il était un père normal, mais qu'il y avait eu une plainte non résolue d'attentat à la pudeur impliquant un autre enfant. Cette plainte avait été abandonnée en cours de route par la famille de l'enfant. Les policiers notèrent aussi que Darren n'était chauffeur de bus que depuis 2 semaines avant la disparition de Jamie. Pour la police, la piste était claire. Il y avait un lien entre Darren et la disparition de l'enfant. Ils lancèrent un appel à tous les passagers qui avaient pris le bus 209 ce jour-là. Les témoignages affluèrent et confirmèrent les soupçons. Les témoins racontèrent que Jamie n'était pas un simple passager assis seul, comme l'avait prétendu Darren. Jamie était actif dans le bus, agissant comme l'assistant de Darren. Il vérifiait les tickets, il rendait la monnaie. Certains témoins affirmèrent que la proximité entre le chauffeur et l'enfant était telle qu'ils pensaient que Jamie était le fils de Darren. Il était certain que Jamie connaissait Darren. Pourtant, malgré toutes les preuves circonstancielles et les témoignages, la police n'avait ni corps, ni preuve directe de meurtre, ni aveu, ce qui empêchait l'arrestation. L'enquête retomba dans une période de calme pendant 4 longs mois. Durant tout ce temps, Darren est resté dans la maison familiale
écoutant toutes les conversations entre les Jones et la police, et se tenant informé de l'avancement de l'enquête. Puis, le cauchemar prit fin. Une nuit, vers 23 h, 2 adolescents paniqués se présentèrent au poste de police. Ils avaient été approchés par un homme dans une forêt, non loin de la maison de Jamie. Cet homme, tenant une photo de Jamie, leur avait dit « Allez creuser là et vous trouverez Jamie ». Les garçons avaient reconnu l'homme grâce à la télévision. La police leur montra la photo de Darren, et les 2 adolescents confirmèrent qu'il s'agissait bien de l'homme qu'ils avaient croisé dans la forêt. Les policiers se rendirent immédiatement à l'endroit indiqué. Après avoir creusé, ils firent la découverte horrible. Ils trouvèrent des restes humains appartenant à un jeune enfant, la mâchoire inférieure et le torse. L'arrestation de Darren fut immédiate. Les tests confirmèrent que les restes appartenaient malheureusement à Jamie. La famille Jones fut doublement dévastée. Non seulement ils avaient perdu leur fils, mais ils avaient logé son meurtrier pendant des mois. Ils avaient mangé de la nourriture préparée par lui et lui avaient fait confiance pour garder leurs autres enfants. La police leur rappela que l'extrême gentillesse de Darren n'avait jamais été naturelle, son objectif ayant toujours été de surveiller l'enquête et les actions de la famille. Au début, Darren nia tout. Face aux adolescents qui l'identifiaient et aux preuves, il finit par faire des aveux partiels. Il affirma que Jamie était devenu trop turbulent dans le bus. Quand il lui a demandé de descendre, Jamie a refusé. Il l'aurait alors poussé et Jamie, en tombant, se serait cogné la tête sur un bord et serait mort. Il avait caché le corps dans une maison abandonnée, puis l'avait enterré dans la forêt. La police douta de la version de l'accident. C'est alors que le frère de Jamie, John, 11 ans, se sentit en sécurité pour parler. Il révéla à sa mère, puis à la police, que Darren l'avait emmené dans la forêt. Là, Darren lui avait montré où Jamie était enterré et l'avait menacé. S'il parlait, John subirait le même sort. John raconta aussi que Darren le prenait souvent avec lui dans le bus pendant son service, malgré son refus, et qu'il avait des gestes inappropriés envers lui. Darren fut condamné à la prison à vie avec une peine incompressible de 23 ans. Quelques semaines après sa condamnation, il demanda à avoir un officier pour enfin avouer toute la vérité. Il admet que le jour de la disparition, après la promenade en bus, il avait proposé de ramener Jamie à la maison, ce que l'enfant avait accepté. Il l'avait emmené dans une maison abandonnée. Là, il avait commis un acte grave à l'encontre du garçon. Jamie avait tenté de se défendre et avait crié. Pour l'empêcher de faire du bruit, Darren l'avait tué. Après cela, il avait porté atteinte au corps une nouvelle fois, puis l'avait découpé. Il avait ensuite dispersé les différentes parties dans la forêt afin d'empêcher leur découverte. À ce jour, certains restes de Jamie n'ont toujours pas été retrouvés. Lors du procès, dans une ultime tentative de manipulation, Darren lança des accusations terribles. Il prétendit que John, le père, était un homme violent qui battait ses enfants et même sa fille. Il affirmait également avoir eu une relation avec Karen, l'épouse, et que l'enfant qu'elle portait était de lui. Karen était enceinte à ce moment-là. Le public et les médias s'indignèrent contre Karen. Elle jura que ces accusations étaient fausses. Un test ADN, réalisé après la naissance, confirma que le bébé était bien l'enfant de John. Une semaine plus tard, Darren avoua que toutes ces allégations concernant Karen et John étaient des mensonges qu'il avait inventés. L'affaire Jamie a révélé non seulement l'horreur d'un meurtre et d'une agression, mais aussi l'incroyable froideur d'un criminel capable de vivre au milieu de ses victimes. Darren avait sacrifié sa propre vie et sa famille pour s'assurer que ses actions resteraient impunies. Il avait réussi à tromper la famille pendant des mois, utilisant leur détresse comme un bouclier pour se cacher de l'enquête. Cette histoire reste un témoignage glaçant de la plus grande trahison, soulignant l'importance de l'instinct des enquêteurs qui, malgré le rejet initial, n'ont jamais complètement retiré leurs soupçons sur l'homme qui se prétendait le plus grand allié de la famille Jones. Imaginez un lieu où l'histoire se confond avec l'horreur. Au cœur de Los Angeles, dans un quartier autrefois synonyme de prospérité, se dresse le Cecil Hotel. Inauguré en 1924, cet établissement gigantesque de 700 chambres avait une façade majestueuse. Pourtant, il fut construit non pas pour le luxe, mais pour accueillir les voyageurs au budget modeste. Mais dès les années 1930, le destin du Cecil bascule. Frappé par la crise économique et encerclé par le quartier de Skid Row, une zone sinistre grouillant de sans-abri, de drogue et de criminalité, l'hôtel devient un aimant pour le désespoir. Des tueurs en série tristement célèbres, comme Richard Ramirez et Jack Unterweger, y ont même élu domicile pour un temps. Le Cecil Hotel était un lieu si infâme qu'entendre son nom suffisait à faire frissonner les habitants de Los Angeles.
Dans une tentative désespérée de redorer son image, la direction l'a divisée. Les étages supérieurs sont restés le vieux Cecil, tandis que les étages 4, 5 et 6 ont été rénovés pour devenir le Stay on Main, un hôtel pour jeunes touristes. Mais même dans cette section neuve, les escaliers et l'ascenseur étaient vétustes, et vous pouviez toujours vous retrouver face à des criminels ou des personnes souffrant de troubles mentaux qui résidaient dans les étages inférieurs. C'est dans ce contexte troublant qu'une jeune femme, Elisa Lam, arrive en janvier 2013. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, originaire de Vancouver. Ses parents, des immigrants de Hong Kong, tenaient un restaurant. Fatiguée par la routine universitaire, elle décide de voyager seule en Amérique pour changer d'air. Après un arrêt à San Diego, elle atteint Los Angeles et s'installe au Stay on Nan, chambre 506. Le 1er février 2013, après seulement 3 jours à Los Angeles, Elisa disparaît sans laisser de traces. Ses parents, inquiets de ne pas recevoir son appel quotidien, contactent immédiatement la police. Les autorités comprennent rapidement la gravité de la situation. Une jeune femme vulnérable, seule, disparue dans un hôtel à la réputation maudite. L'enquête est prise en charge par une équipe d'élite, comprenant plus de 20 enquêteurs spécialisés, dont les détectives Tam et Crick. La police se rend au Cecil Hotel, consciente de la lourde histoire du bâtiment. La première étape est la chambre d'Elisa. Elle dormait dans une chambre réservée aux filles, avec des lits superposés et une salle de bain partagée au bout du couloir. Malheureusement, les employés, suivant la politique de l'hôtel, avaient déjà rassemblé toutes les affaires d'Elisa. Son passeport, ses papiers, son ordinateur portable, ses médicaments et son argent. Tout était stocké, retardant l'enquête. La chambre était en désordre, mais sans trace de lutte ou de violence. Les théories fusent. Disparition volontaire ? S'est-elle perdue ou a-t-elle été victime d'un crime ? Les enquêteurs interrogent la 50aine d'employés et tous les résidents. Les témoignages sont minces. La réceptionniste se souvient d'une étudiante qui portait toujours un livre. Plus important encore, le personnel de nuit rapporte avoir vu Elisa la nuit de sa disparition, près d'une zone interdite. Après lui avoir demandé de partir, elle se dirigea vers l'ascenseur pour monter à sa chambre. C'était la dernière fois qu'on la voyait. Pendant ce temps, la presse s'empare de l'affaire. Les journalistes découvrent qu'Elisa était une blogueuse assidue sur la plateforme Tumblr, qu'elle utilisait comme un journal intime. Ces publications révèlent qu'elle était ouverte à rencontrer de nouvelles personnes. Les enquêteurs peuvent retracer son voyage de San Diego à Los Angeles grâce à ses écrits. 5 jours se sont écoulés. L'enquête piétine et tout le monde, des enquêteurs aux journalistes, soupçonne que l'hôtel lui-même est au centre du mystère. Le plus grand espoir réside dans les caméras de sécurité. Cependant, les enquêteurs découvrent que l'installation était lamentable. La qualité de l'image était faible, certaines caméras étaient mal placées et surtout, les tâches d'Elisa n'étaient pas surveillées. Les détectives Tam et Crick s'enferment alors dans un bureau minuscule, passant des centaines d'heures à visionner les enregistrements. Finalement, l'un d'eux crie « Elisa est apparue sur une vidéo de l'ascenseur ». L'analyse des enregistrements leur confirme une chose essentielle. Elisa Lam n'est jamais quitté l'hôtel après s'être apparue sur cette vidéo. Elle était soit en hôtel, soit son corps avait été dissimulé. Une semaine après la disparition, les 14 enquêteurs restants, car une autre affaire urgente avait mobilisé le reste de l'équipe, fouillent l'intégralité du gigantesque hôtel, étage par étage, sans succès. Ils utilisent même des chiens policiers qui suivent la piste d'Elisa jusqu'à une fenêtre donnant sur une issue de secours au 5e étage. Mais là encore, aucune trace d'elle. 2 semaines passent. La police, désespérée, prend une décision risquée. Rendre publique la vidéo de l'ascenseur. Ce qui apparaît sur la vidéo est troublant. Elisa entre dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons, mais la porte ne se ferme pas. Elle semble attendre, regarde nerveusement dans le couloir, puis se cache dans un coin. Ensuite, elle sort, gesticule étrangement dans le couloir comme si elle parlait à quelqu'un ou fuyait une menace invisible. Finalement, elle sort du champ de la caméra et disparaît pour de bon. Les enquêteurs croient qu'elle pourrait avoir pris un psychotrope étant donné l'état de la zone, mais le personnel nie qu'elle se droguait. La diffusion de la vidéo provoque une tempête sur Internet. Les enthousiastes électroniques, une communauté d'enquêteurs amateurs, de youtubeurs et d'obsédés d'Internet, s'emparent de l'affaire. Ces cyber-enquêteurs, qui ont déjà résolu des affaires complexes auparavant, se plongent dans le journal Tumblr d'Elisa. Ils découvrent un élément clé. Elisa souffrait d'un trouble bipolaire. Ce trouble lui causait une instabilité mentale alternant entre l'euphorie et des semaines d'épuisement profond. Elle prenait plusieurs médicaments, mais ses propres écrits révélaient qu'elle détestait ces pilules et se comparait aux autres filles qui vivaient une vie normale.
Pendant ce temps, les théories en ligne prolifèrent. Certains remarquent une ombre ou un pied fugace d'une autre personne apparaissant brièvement près de l'ascenseur, suggérant qu'elle était poursuivie. D'autres pensent qu'elle paniquait ou que l'ascenseur était bloqué à distance. Plus tard, les youtubeurs feront une découverte simple mais importante en reproduisant les actions d'Elisa. En appuyant sur un certain bouton, elle avait elle-même activé le verrouillage de la porte de l'ascenseur, l'empêchant de bouger, probablement sans le savoir. 3 semaines après la disparition, l'enquête policière est au point mort. Mais une série de plaintes émanant des clients du Stay on Main change tout. Les résidents se plaignent que l'eau est noire, a une odeur étrange et que la pression est faible. La directrice envoie un plombier vérifier les 4 grandes citernes d'eau situées sur le toit de l'hôtel. C'est là, en regardant à l'intérieur de l'un des réservoirs, que l'homme fait une découverte atroce. Flottant dans l'eau, qui servait aux douches, aux lavabos et à la consommation des clients, se trouvait le corps d'Elisa Lam, dénudée et livide. Le choc est total. La jeune femme était là depuis 19 jours. La scène du crime est envahie par une centaine de personnes. Policiers, pompiers, hélicoptères. Les affaires d'Elisa sont retrouvées au fond du réservoir. Immédiatement, la question se pose. Accident, suicide ou meurtre? Un policier déclare aux médias que la trappe du réservoir d'eau était fermée. Si elle était fermée, cela impliquait que Elisa n'aurait pu refermer la trappe elle-même, depuis l'intérieur, renforçant l'hypothèse du meurtre et d'un complice. Le corps était dans un lieu extrêmement difficile d'accès. Les enquêteurs pensent que l'assassin devait parfaitement connaître l'hôtel, peut-être un ancien résident ou un employé. L'histoire devient virale. Les théoriciens du complot s'agitent. Ils découvrent des coïncidences glaçantes. L'affaire rappelle étrangement un film d'horreur japonais, Dark Water, où une jeune fille meurt dans la citerne d'un immeuble délabré et l'eau noire sort des robinets. L'apparition du corps coïncide avec une épidémie de tuberculose dans le quartier de Skid Row. Fait encore plus bizarre, le test de dépistage de la maladie s'appelle le test Lam-Elisa. Certains pensent que Elisa était un agent biologique ou qu'elle faisait partie d'une conspiration gouvernementale impliquant les Illuminati ou la franc-maçonnerie. Pendant ce temps, les youtubeurs, cherchant un coupable, accusent un musicien de heavy metal du nom de Morbid, qui avait filmé une vidéo au Cassil Hotel et dont les lyrics étaient obsessionnels sur le crime et la mort. Morbid est harcelé, menacé et même interrogé par les autorités avant d'être innocenté. Il n'était pas à Los Angeles à la date du décès. Sa vie est cependant brisée par ces fausses accusations. Les conclusions de la médecine forensique arrivent et elles contredisent toutes les théories de meurtre. L'autopsie révèle que Elisa n'a subi aucune blessure interne ou externe. Pas de signe de coup, de strangulation, ni de violence sexuelle. La cause de décès est presque certainement la noyade. Le rapport toxicologique met en lumière l'élément le plus tragique. Elisa avait ses médicaments pour le trouble bipolaire dans son corps, mais les niveaux étaient anormalement bas. Elle avait cessé de les prendre régulièrement. Ce détail est crucial. Les enquêteurs apprennent de la sœur d'Elisa que, lorsqu'elle ne prenait pas ses médicaments, elle souffrait de paranoïa et d'hallucinations. Elle s'était déjà cachée de persécuteurs imaginaires. Peu avant sa mort, elle avait déjà eu des comportements bizarres, ayant été expulsée d'un spectacle pour avoir harcelé l'animateur et avoir terrorisé ses colocataires d'auberge en leur laissant des notes menaçantes et en bloquant la porte de la chambre sans raison. Le comportement d'Elisa dans l'ascenseur n'était donc pas le fait d'un poursuivant, mais d'une crise psychotique. Elle se cachait d'ennemis qu'elle était la seule à voir. Les enquêteurs établissent alors le scénario suivant basé sur les preuves et la condition médicale. Elisa, en pleine psychose, fuit sa chambre. Elle monte via l'issue de secours jusqu'au 14e étage et trouve un accès au toit. Les youtubeurs ont d'ailleurs prouvé que le toit était facilement accessible, la porte d'alarme étant souvent brisée ou désactivée, permettant à n'importe qui de monter et de faire la fête. Des bouteilles d'alcool et des graffitis ont été trouvés. Croyant que le réservoir était un endroit sûr pour se cacher de ses poursuivants imaginaires, Elisa monte la liane, ouvre la lourde trappe et saute à l'intérieur. Elle a enlevé ses vêtements soit en luttant désespérément pour remonter, soit à cause d'une hypothermie paradoxale due à l'eau glacée. Elle s'est noyée seule. Le rapport médico-légal final, publié 4 mois après la découverte, conclut officiellement à la noyade accidentelle avec le trouble bipolaire comme facteur contributoire. Bien sûr, les cyberenquêteurs ont d'abord rejeté cette conclusion, notamment à cause du détail de la trappe fermée, mais ce fut le dernier et le plus grand rebondissement. Le plombier qui a trouvé le corps a témoigné plus tard au tribunal. Il a affirmé qu'il avait trouvé la trappe du réservoir d'eau ouverte. L'histoire de la trappe fermée, qui avait alimenté toutes les théories du complot, n'était qu'une erreur de communication entre le policier et la presse. Ce fut la fin officielle de l'affaire.
La tragédie d'Elisa Lam n'était pas un meurtre satanique ou une conspiration gouvernementale, mais la conséquence dévastatrice d'une lutte solitaire contre une maladie mentale aggravée par un environnement négligé et dangereux. Le Cassil Hotel et le Steonman ont fermé leurs portes en 2017. L'immeuble a été vendu pour plus de 80 millions de dollars. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que deviendra ce lieu chargé d'histoire, mais il est en cours de rénovation pour devenir en partie un hôtel de luxe et en partie un logement social. L'histoire d'Elisa Lam reste un rappel puissant des dangers de la maladie mentale non traitée et de la façon dont, parfois, les plus grandes énigmes ne sont que des tragédies humaines simples, amplifiées et déformées par le prisme des médias et des théories du complot. Malgré sa mort, Elisa Lam continue d'exister à travers ses écrits sur Tumblr, l'héritage d'une jeune femme en quête d'une vie normale. Imaginez un instant le soulagement que l'on ressent après un long voyage. Le 17 juin 2019, juste après minuit, c'est exactement ce que ressent Mackenzie Luke, ou Kenzie, comme on l'appelle. Kenzie, une étudiante de l'Utah, était presque diplômée. Elle revenait tout juste de Los Angeles, où elle avait assisté à des funérailles familiales. Une fois son avion posé à Salt Lake City, elle a fait ce que beaucoup d'entre nous feraient. Elle a envoyé un message à sa mère. Un simple message, confirmant son arrivée. Puis un second, poignant et bref, « Je t'aime ». Ce sont les derniers mots que sa famille entendra jamais. Pendant les jours qui suivent, le silence de Kenzie est déconcertant. Le 20 juin, son père, inquiet, contacte la police. Il demande aux autorités d'aller simplement vérifier si tout va bien. Mais lorsqu'il frappe à sa porte dans la maison qu'elle partageait avec des colocataires, il trouve la maison vide. Kenzie Luke a disparu. Mais son cas est différent des autres disparitions que l'on voit souvent. L'affaire Kenzie n'était pas seulement surprenante et étrange, elle était totalement illogique. Elle avait un travail, des études à terminer, des voyages prévus, rien n'indiquait qu'elle allait s'enfuir. Alors que s'est-il passé entre le moment où elle a envoyé son message à 1h du matin et le moment où elle s'est volatilisée ? L'enquête rapide et pleine de rebondissements allait révéler une vie secrète, un homme charmant mais sinistre, et une histoire de meurtre incroyablement sordide. Avant de plonger dans l'enquête, il faut comprendre le contexte. Kenzie vivait à Salt Lake City, loin de ses parents en Californie. Elle était impliquée dans sa communauté universitaire et travaillait dans un laboratoire de biologie. Cependant, Kenzie faisait face à des difficultés financières, demandant de l'aide à ses parents pour les frais de scolarité et le loyer. C'est pourquoi son père s'est posé des questions lorsqu'il a remarqué un virement étrange de 300 $ sur son compte bancaire quelques jours avant sa disparition. D'où venait cet argent ? L'enquête a révélé que Kenzie menait une double vie. Ses amis et son frère savaient qu'elle utilisait des applications de rencontres. Les policiers ont découvert qu'elle fréquentait plusieurs de ces plateformes. De plus, elle envisageait de travailler non pas comme serveuse, mais comme danseuse, artiste, dans des boîtes de nuit, où il y avait des sugar daddies. C'est dans ce contexte financier et relationnel complexe que nous revenons à la nuit du 17 juin. La police confirme que Kenzie Luke est bien arrivée à l'aéroport et a pris ses bagages. Elle ne rentre pas chez elle. Les colocataires confirment qu'elle n'est jamais réapparue, même si elle leur avait confié son chat. Sa valise n'était pas là. Grâce aux caméras de surveillance, on la voit monter dans un véhicule Lyft, un service de taxi. L'enquête se concentre alors sur le chauffeur. Il faut un mandat officiel pour forcer Lyft à divulguer les informations, mais la police y parvient. En fouillant les emails de Kenzie, il retrouve le reçu numérique, le nom du chauffeur, l'immatriculation. Interrogé, le chauffeur coopère. Il confirme avoir pris Kenzie. Où l'a-t-il déposé ? À Hatch Park, un parc à seulement 19 minutes de l'aéroport. Il était 3 heures du matin. Le chauffeur se souvient de leur conversation. Kenzie lui aurait dit, alors qu'il parlait de choses étranges, que l'endroit où il l'emmenait à 7 heures était inhabituel. Elle était consciente que ce qu'elle faisait était étrange. Le chauffeur raconte qu'elle est descendue pour rencontrer un ami, un homme. Il a entendu des salutations comme s'ils se connaissaient bien. « Comment vas-tu ? Comment s'est passé le vol ?» Puis, il est parti chercher une autre course. C'est la dernière fois que l'on voit Kenzie Luke vivante. Et la police se retrouve face à un mur. Si Kenzie devait rencontrer un ami, pourquoi cet ami ne s'est-il pas manifesté après que son avis de disparition, Missing Person, ait été diffusé partout, même sur les réseaux sociaux et aux informations ? Tous les amis et contacts de Kenzie interrogés affirment ne pas l'avoir vue le 17 juin. La situation n'a aucun sens. La recherche s'intensifie autour de Hatch Park. Malheureusement, le parc lui-même ne disposait d'aucune caméra de surveillance réelle. Elles étaient toutes fausses. Ou demi-caméras.
quelqu'un s'est moqué de la police en révélant que ces caméras n'étaient que des leurres dans un lieu aussi important. Heureusement, les caméras des bâtiments voisins fournissent quelques indices. Elles confirment l'arrivée du lift et filment la voiture de l'individu que Kenzie devait rencontrer. Mais elles ne montrent pas Kenzie descendre. L'enquête piétine jusqu'à ce que les détectives emploient une méthode innovante. Au lieu de chercher où le téléphone de Kenzie avait borné, ils décident de chercher quels téléphones ont borné, pingé, à Hatch Park, exactement à 3 h du matin, le 17 juin. Cette méthode révèle l'existence de 6 autres téléphones en plus du celui de Kenzie et du chauffeur Lyft. Parmi eux, un appareil a attiré leur attention. Il a borné plus de 6 fois, ce qui signifie que la personne est restée là pendant un certain temps. Le propriétaire de cet appareil est identifié. Son nom, Ayulla Ajayi ou Aji. Ayulla Ajayi est un homme d'origine nigériane. Il a fait des études à l'université d'Utah et travaillé dans le domaine des technologies de l'information, un expert en système d'information. La police le contacte vers le 24 ou le 25 juin, une semaine après la disparition. Initialement, il le présente comme un simple témoin. Aji est confiant, il se dit prêt à coopérer. Il travaille en Haïti, il est intelligent et il affirme être certain d'avoir été chez lui ce soir-là. Il prétend même avoir des preuves. Sa caméra de surveillance de porte, Ring Camera, peut confirmer qu'il était avec sa compagne. Il explique qu'il ne veut pas être suspecté. Les enquêteurs révèlent alors une information cruciale. Non seulement son IP a borné à Hatch Park, mais il y avait eu des conversations entre Kenzie et Aji sur une application de rencontre et même hors de l'application sur son téléphone. Aji ne nie pas utiliser les applications, affirmant qu'il y va juste pour parler et qu'il ne veut pas que sa compagne soit au courant. Quant à Kenzie, il dit ne pas se souvenir d'elle, car il parlait à beaucoup de gens. Mais les relevés téléphoniques de Kenzie sont clairs. Elle a échangé des messages avec le numéro d'Aji plus de 8 fois le jour de sa disparition, le 17 juin. Malgré son insistance à vouloir aider, Aji refuse de remettre les enregistrements de ses caméras de surveillance intérieure. Les enquêteurs prennent alors son téléphone, le laissant sans moyen de communication. La police obtient un mandat pour fouiller la résidence d'Aji. En arrivant, ils découvrent qu'il lande son sous-sol via Airbnb. Le locataire était arrivé le matin même. Le pauvre homme se retrouve soudain au milieu d'une enquête pour disparition. Les enquêteurs trouvent un lieu suspect dans le jardin, à l'arrière, de la terre fraîchement remuée. Aji, anticipant leurs questions, affirme avoir récemment planté des fleurs. Il les prévient également que s'il trouve des traces dents animales dans son garage, dans ses congélateurs, c'est parce qu'il chasse la chèvre. Ces explications sont plausibles, mais la police n'est pas convaincue. Un voisin révèle alors un détail terrifiant. Le 17 juin, elle a vu Aji brûler quelque chose. L'odeur était insupportable, indescriptiblement mauvaise, bien au-delà de simples ordures. Elle était tellement dérangée qu'elle l'avait obligée à éteindre le feu. Des chiens détecteurs de cadavres sont amenés à la place. Ils marquent immédiatement l'emplacement du feu de joie. Ce que Aji brûlait n'était pas des ordures, c'était des vêtements. Et bien pire, des enquêteurs découvrent sur place des tissus humains carbonisés et un morceau de cuir chevelu humain avec des cheveux. Le sang découvert dans le garage, il n'était pas animal. C'était du sang humain. L'analyse ADN est formelle, il s'agit de Mackenzie Luke. Les détails commencent à s'accumuler, dressant un portrait de prédateur méticuleux et calculateur. Aji, qui était un modèle et un ancien militaire, avait réussi sa carrière en Haïti. Mais il était aussi violent. Son ex-femme, Tisha, avait témoigné qu'il était devenu agressif, qu'il avait étranglé avec un fil de téléphone et menacé avec un couteau. Elle avait divorcé par peur pour sa vie et celle de ses enfants. D'autres détails glaçants ont émergé. Une femme de ménage qui avait travaillé chez lui a raconté que Aji avait 8 à 10 caméras de surveillance installées partout dans la maison, même dans les chambres. Elle n'était jamais revenue après qu'il lui ait suggéré d'amener sa fille de 12 ans avec elle. Elle a même comparé son comportement à celui du tueur en série Ted Bundy. Et le plus troublant, un entrepreneur s'est manifesté. Quelques mois avant la disparition de Kenzie, Aji l'avait contacté pour lui demander de construire une pièce secrète dans sa maison. Cette pièce devait être cachée, accessible par empreinte digitale ou code secret, et surtout inensorisée. Aji expliquait qu'il voulait cacher des choses à sa compagne religieuse. L'entrepreneur a refusé le travail lorsque Aji a également demandé l'installation de crochets et de chaînes au plafond. Tout cela suggère que le crime n'était pas accidentel. Lors de son premier interrogatoire, Aji a été relâché, bien qu'il soit furieux qu'on lui ait confisqué son téléphone. Immédiatement, il se rend dans un magasin, le même où les caméras l'avaient filmé le 17 juin à 9 h du matin, en train d'acheter un bidon d'essence, celui-là même qu'il a utilisé pour brûler les zestes. Cette fois, il achète un nouveau téléphone. Il est rattrapé, arrêté. Et l'interrogatoire devient sans pitié.
Les enquêteurs lui présentent les preuves trouvées dans son jardin, mais Haji continue à nier en jouant sur son expertise en Haïti, suggérant que l'IP a pu être utilisé par un visiteur Airbnb via son Wi-Fi ouvert. Mais les enquêteurs disposent d'une preuve de préméditation qui ne peut ni être niée. Avant de quitter sa maison pour rencontrer Kenzie à Hatch Park, Haji avait délibérément éteint toutes les caméras de surveillance de sa maison. Et il l'a rencontrée au parc de son plein gré. Il l'a ramenée chez lui, ligotée, et il l'a fait descendre dans le sous-sol. Le rapport d'autopsie a révélé que Kenzie avait les mains tâtées et qu'elle est morte d'un coup violent à la tête. Et il l'a ensuite transportée dans son jardin pour essayer de faire disparaître son corps. Le fait que le corps n'était que partiellement brûlé était dû à l'intervention de la voisine qui l'avait interrompu. Comprenant que la police le suspectait après le premier interrogatoire, Haji retournait chez lui, discrètement. Utilisant le nouveau téléphone qu'il n'avait pu garder, la police a pu suivre un nouveau ping. Ce bornage trahissait le lieu où Haji s'était rendu, loin de la ville, dans un lieu isolé, fréquenté par des randonneurs. Le 28 juin, la squad entoure la maison où il se cachait chez un ami. Haji se rend. Dans le lieu de randonnée révélé par le signal de son téléphone, les enquêteurs ont trouvé une tombe profonde. À l'intérieur, reposait le corps de Mackenzie Luke. Même après le meurtre, Haji montrait un sang-froid déconcertant. Une femme s'est présentée à la police, paniquée, expliquant qu'elle avait acheté un matelas usagé de Haji juste après le 17 ou 18 juin. Le matelas provenait probablement de la pièce du crime. Les effets personnels de Kenzie, y compris sa carte d'étudiante, ont finalement été retrouvés jetés dans une rivière. L'enquête Mackenzie Luke, qui avait commencé par un simple SMS, a été résolue grâce à une convergence de preuves scientifiques et de témoignages dérangeants. Le 7 octobre 2020, Ayoola Ajayi appelait des coupables de meurtre premier degré, enlèvement et profanation de cadavres au 3e degré. Il a fait ce choix pour échapper à la peine de mort et pour éviter tout risque de libération conditionnelle future. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. L'histoire d'Ajayi nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses. Cet homme, décrit comme charmant et sociable au premier abord, cachait des pulsions violentes, un passé sombre et un désir macabre de contrôle attesté par la demande de chambres secrètes inonsorisées. Bien que le corps de Kenzie ait été retrouvé, les détails du meurtre restent flous. Qu'est-ce qui a dégénéré entre eux? Nous savons qu'elle le connaissait, qu'elle était heureuse de le rencontrer, mais nous ne saurons jamais ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi son arrivée à Hatch Park. L'enquête a finalement révélé la vérité, morceau par morceau. Un simple signal de téléphone, une voisine intriguée par une mauvaise odeur, un père inquiet qui voulait juste savoir où était sa fille, et le monde d'une jeune femme prometteuse qui s'est terminée tragiquement dans le jardin d'un meurtrier. Une fin horrible pour une vie qui ne faisait que commencer.